Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Truchot, président du conseil d'administration d'Ipsos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Troisième acteur mondial des études de marché. Bon, on va se dire les choses, on se connaît maintenant depuis un petit moment. Il faut en parler. Une nouvelle fois, Ipsos a averti sur ses objectifs de croissance pour cette année. Résultat, le cours de bourse, tout ça est factuel, a décroché de 20% en un mois. Est-ce que vous comprenez, Didier Truchot, la déception des investisseurs après ce deuxième avertissement sur vos revenus cette année, même s'il faut le dire, votre prévision de marge opérationnelle, elle, est maintenue. C'est excessif ou vous comprenez? Non, je comprends tout à fait. De toute façon, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, ça n'a pas grande importance. Donc, il est clair que Ipsos ne fait pas aujourd'hui, en termes de croissance organique, ce que nous étions engagés à faire en début d'année. Oui, alors, 4%, donne le chiffre. C'était 4% voilà, au mois d'avril et au final, rabaissé à et 3 puis rabaissé à 1 voilà, il y a quelques jours. Donc ce sera De croissance cette année. autour de 1%. Ouais. C'est lié à des difficultés dans certains marchés. Alors, évidemment, malheureusement, le principal marché dans lequel on opère, qui est le marché américain, mais aussi à des performances qui sont pas totalement satisfaisantes au Royaume-Uni, en France, en Chine, enfin bref, dans les gros marchés dans lesquels Ipsos intervient. Et il y a, comme vous allez me poser la question, je vais y répondre tout de suite. Alors c'est laquelle? Il y a encore posée. C'est pourquoi. Non mais juste avant, après, c'est pas non plus 2024 une annus horribilis pour Ipsos. Hein. On parle effectivement d'une croissance qui est divisée par 4, on peut eu 4%, mais 1%, mais c'est pas une année catastrophique, je veux dire. Faut quand même Non, c'est pas une année catastrophique, hein. mais c'est une année décevante, puisque Voilà. si on avait dit 4%, c'est parce qu'on pensait qu'on pouvait faire 4% ou même un peu plus. Alors aux États-Unis, on est en année, on va en parler, on parlera plus tard de l'élection présidentielle, mais c'est pas une année qui est bonne en général, puisqu'il y a l'élection. C'est une année qui est assez mauvaise pour beaucoup d'entreprises, assez curieusement, parce que c'est une économie qui croît de près de 3%, donc presque 3 fois plus, enfin 2 fois et demi plus vite que les économies européennes, et dans lequel beaucoup de sociétés, notamment dans les services professionnels, ont des difficultés. Alors c'est vrai de certains groupes publicitaires, pas de tous, pas de Publicis par exemple, mais c'est vrai d'Interpublic ou de WPP, c'est vrai de Capgemini, c'est vrai de plein de sociétés, comme si les entreprises américaines, cette année, se posaient un certain nombre de questions sur comment ils avaient vraiment besoin de travailler avec des prestataires extérieurs. Donc il y a des remises en cause d'un certain nombre de contrats, de pratiques, de façons de faire. Alors on peut dire que c'est lié à l'intelligence artificielle, mais pas que. C'est lié, je pense, à une volonté de la part des entreprises aux États-Unis d'être plus efficaces, plus... Mais ça pourrait se prolonger en 2025. Mais ça va se prolonger tout à fait en 2025, en 2026, etc. Et donc, du coup, ça exige de la part des prestataires des adaptations, des changements que nous sommes en train de faire. Là où on a été, disons, peut-être plus frappé qu'on aurait dû l'être, c'est que ça se situait, ces changements de pratiques, ces changements de demandes, ces changements de besoins, se sont retrouvés au même moment où on changeait notre équipe de management américaine pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le marché. Et quand le vent souffle, comme on dit en Bretagne, quand le vent souffle, il faut que le capitaine soit là. Or, le capitaine était en train de monter à bord au moment où la tempête a éclaté. Donc du coup, on a eu peut-être plus de difficultés qu'on aurait pu s'y attendre. Mais par contre, je suis convaincu que les États-Unis restent pour Ipsos un marché extrêmement important. Il y aura un rebond de l'activité. Et qu'on y fera de bonnes affaires dans les années qui viennent. Ça pèse combien aujourd'hui le chiffre d'affaires? Un tiers. Un tiers. Et c'est 40% de notre marge opérationnelle. Mais notre marge opérationnelle a été maintenue aux États-Unis. Oui. Donc elle n'a pas le fait qu'on ait 5% de volume d'activité en moins n'a pas affecté notre marge opérationnelle. Rebond pas de l'activité aux États-Unis. Alors je vais d'ailleurs vous donner une excellente nouvelle. Alors allons-y. Il y a chaque année une publication professionnelle américaine qui est établie à la suite d'un sondage qui est fait auprès de 2000 clients, des classements des sociétés d'études selon un certain nombre de critères.
Depuis 3 ans, Ipsos gagne la compétition sur la thématique de l'innovation. Donc nous sommes perçus par les clients américains comme la société d'études la plus innovative parmi toutes celles qu'ils connaissent. Et l'écart entre nous et le second et le troisième s'est considérablement creusé cette année. Donc on a une réputation, des façons de faire qui nous conviennent, enfin qui conviennent bien à nos clients. Et qui va se traduire dans les comptes. Qui se traduiront nécessairement, alors ce qui se traduisent dans les comptes dès cette année par le maintien d'une marge opérationnelle malgré, disons, un défaut de volume d'activité, mais qui se traduiront dans les années qui viennent par un surcroît d'activité. Volume en croissance sur cette année aux États-Unis? Non, aux États-Unis, on est à -5. C'est -5. Ah non, mais je n'ai pas les chiffres, c'est pour ça. Donc c'est -5 que ça dit. Ah oui, donc effectivement. Si vous voulez, si on avait pu aux États-Unis faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, on serait, en termes de croissance totale pour l'ensemble de la société, on serait à notre objectif. De 4%. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire que c'est que de la faute des Américains, puisque il y a évidemment des pays, parmi les autres marchés, il y en a qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Ah bon, on continue sur ceux qui fonctionnent moins bien, puis après on passera à ceux qui sont sur l'activité. Vous disiez la Chine, sinon? La Chine, je veux dire, tout le monde sait que les activités en Chine sont... alors, elles ne sont pas en décroissance, mais elles ne sont pas en croissance comme elles l'étaient il y a encore quelques années. Et puis, alors là, pour le coup, ça risque de durer encore un petit moment, puisque l'économie chinoise doit absorber les difficultés liées au marché immobilier. Avec des plans de relance, malgré tout. Des plans de relance. Oui, il y a des plans de relance, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des différences, je dirais, d'un pays à l'autre. Les Américains mettent leur épargne, quand ils en ont, essentiellement dans les marchés financiers et dans la bourse. Les Chinois, c'est un pays dans lequel le taux d'épargne est très élevé, il est supérieur à 40%, donc il y a une énorme production d'épargne. Et l'essentiel de cette épargne a été investi dans le marché immobilier. Donc, quand on dit que, par exemple, les prix de l'immobilier baissent de 20 ou 25% en Chine, ça veut dire que le patrimoine perçu par les ménages chinois de ce qu'ils possèdent baisse de 20 et 25%. Or, ce patrimoine, pour eux, il est très important parce qu'il est supposé payer l'éducation de l'enfant. Il n'y en a plus qu'un, mais il faut payer l'éducation, les frais de santé, la retraite, etc. Donc on peut comprendre que ça touche profondément les comportements de consommation chinois et donc ça touche aussi notre métier. Les zones géographiques qui tirent votre activité, évidemment pas la France, mais... L'Europe se porte bien. Encore une fois, le Royaume-Uni et la France un peu moins bien, mais l'ensemble de l'Europe se porte bien. L'Amérique latine se porte bien. L'Asie du Sud-Est se porte bien. Enfin voilà, donc on a... En chiffre d'affaires, vous finirez combien a priori cette année? En milliards? Je n'ai plus le chiffre en tête. C'est 2 milliards 450 à peu près, quelque chose comme ça. Sur la France, ça freine manifestement, et ce n'est pas une surprise, depuis cet été. C'est vraiment le contexte politique qui pèse? Si vous voulez, c'est un petit peu... Alors, les périodes électorales ne sont jamais des périodes très favorables pour notre métier, assez bizarrement. C'est favorable pour la visibilité, et certainement pas pour l'activité elle-même, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont soit suspendues, soit retardées, soit transformées à cause de non pas, c'est même pas de l'instabilité politique, mais c'est simplement le fait que quand on change de majorité, de gouvernement, etc., on ne fait pas nécessairement les choses de la même façon. Et quand vous vendez des produits alimentaires, c'est peut-être pas 15 jours avant l'élection que aussi vous allez poser aux gens des questions sur c'est quoi le nouveau yaourt qu'ils ont envie de consommer. Donc il y a alors il se trouve que 2024 est une année qui est très importante, très active en échéance électorale. C'est le cas évidemment aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, en France, en Inde, etc. Donc il y a beaucoup de pays où il y a eu des élections, ce qui n'a sans doute pas aidé à ce que notre activité soit aussi portée qu'on l'espérait par le marché lui-même. À partir de là, il y a en France une situation qui est un petit peu particulière, puisque la question n'est pas d'un changement de majorité, la question c'est qu'il n'y a pas de majorité. Donc
crée une incertitude supplémentaire. Oui, et dont on n'est pas sorti. On ne sait pas encore une fois comment le budget sera voté. A priori, ça devrait finir en 49-3. Est-ce qu'il y aura une motion de censure ou pas, de nouvelles élections? Enfin bref, on est... Alors, nouvelles élections, je crois que la Constitution nous en garde, nous en préserve jusqu'au mois de juillet. Oui, enfin, c'est pas... Alors maintenant, s'il y a une motion de censure de voter, il va falloir que le président choisisse un nouveau Premier ministre. Non mais voilà, et donc ça veut dire que durablement en France, l'activité risque d'être sous pression pour Ipsos? Alors je pense qu'il n'y a pas que l'activité d'Ipsos qui risque d'être sous pression. Je pense que la situation économique de notre pays risque de souffrir sérieusement d'un contexte politique et institutionnel très troublé, oui. Bon, et en même temps, la bonne nouvelle, on l'a dit, mais il faut revenir dessus, votre marge opérationnelle, Didier Truchot, ne pâtit pas, encore une fois, de cette double alerte sur vos revenus. Comment vous avez fait pour préserver vos marges? Eh ben, on a fait deux choses. On a dépensé moins d'argent sur des choses, sur un certain nombre de postes de dépenses, et on a néanmoins, on a réussi. On a recruté moins de gens, ce qui est après tout c'est normal puisqu'on avait moins d'activité. Et en même temps, on a, parce que c'était évidemment très important, préservé nos investissements dans tous les nouveaux, disons, sur toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles façons de faire. Notamment l'IA. On intègre, notamment l'intelligence artificielle, qu'on intègre dans nos solutions. Si vous voulez, il y a aujourd'hui, à la disposition de sociétés comme Ipsos, des technologies qui permettent en réalité de travailler plus vite, avec un niveau de qualité maintenu, voire augmenté, disons dans des conditions de prix qui soient acceptables. Donc c'est la combinaison de ces trois éléments. Plus vite, ça c'est très important. Et grâce maintenant à quoi? la qualité. Technologie, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent s'automatiser plus facilement qu'auparavant. Il y a des tâches qui peuvent se faire en 5 minutes alors qu'elles se faisaient en 3 jours. Enfin, il y a plein d'éléments dans la chaîne de production de l'information que l'on vend, que l'on distribue à nos clients. On parle de digitalisation là pour le coup. On parle de digitalisation et par exemple, il y a une activité chez Ipsos qui s'appelle Ipsos Digital, qui est une plateforme qui permet de faire de façon simple et rapide un certain nombre d'enquêtes, qui a une activité qui sera de l'ordre de 100 millions d'euros cette année, qui croît de 30% et qui va croître de 30 à 40% chaque année dans les années qui viennent. Et sur l'IA, d'ailleurs, en 2 secondes, vous investissez combien là-dessus et comment ça commence à changer ou pas? Comment ça vous fait gagner en productivité, en efficacité? Eh ben, ça nous permet, d'automatiser plus rapidement un certain nombre de choses. Je vais prendre un exemple qui est tout bête parce que même moi je le comprends. On dépense chaque année 15 millions d'euros en traduction. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup d'études multi-pays, dans plusieurs pays, donc dans plusieurs langues, et puis on travaille aussi dans des pays qui sont multilangues, comme l'Inde par exemple, ou l'Afrique du Sud. C'est la mort des traducteurs, je vois venir, hein, mais c'est... Et alors en tout cas, nous sommes en train d'utiliser un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle qui font qu'en 2025, je crois que le coût de nos systèmes de traduction aura été divisé par 2 par rapport à ce qu'il était en 2023. Donc, mais c'est pas simplement... Traducteur n'est pas un métier d'avenir. C'est pas simplement un problème de coût, c'est aussi un problème de rapidité. Parce que, si vous voulez, on vit dans un monde dans lequel nos clients ont besoin d'une information instantanée. Le plus rapidement possible. Alors, il y a encore aujourd'hui un certain nombre de programmes sur lesquels il se passe plusieurs semaines entre le moment où on recueille des informations et le moment où on les communique à nos clients. Et ça, c'est de moins en moins acceptable. Et voilà. Sur 2025, après on passe à autre chose, l'activité, c'est trop tôt pour y voir plus clair par rapport à là où vous devrez atterrir cette année, à savoir une croissance des revenus d'1% sur 2024. Alors la croissance des revenus sera un peu plus d'1% parce que évidemment il y a des acquisitions et il y a d'autres acquisitions qui vont arriver, qui vont arriver en 2025 et qui vont permettre d'avoir un volume d'activité plus important. On avait, il y a 3 ans, dit qu'on ferait 3 milliards d'euros
en 2025 à taux de change constant. Ouais. Donc je pense qu'on sera, je ne sais pas si on sera à 3 milliards, un peu moins, mais enfin en tout cas on ne sera pas, Très loin. à 2 milliards, on sera pas à 2 milliards, on sera plus près de 3 milliards que de 2 milliards. Vous y êtes là déjà. Oui, mais au milieu là. toujours... Non, mais les taux de change jouent contre nous. Enfin, c'est vrai. Oui, encore cette année, c'est 2,5%. Ça vous mange combien chaque année, le taux de change? Cette année, ça nous coûte 2,5% de notre activité déclarée. Mais c'est notamment les monnaies asiatiques qui ont fléchi, le yen, la monnaie chinoise, etc. Dans l'actualité, il y a aussi, j'ai vu cette entrée de BPI France au capital. C'était en septembre d'Ipsos, avec un peu plus de 5% du capital. Je me suis dit, pourquoi cette opération? Et en quoi c'est une bonne chose pour Ipsos? Alors, c'est très... J'ai une feuille de route, comme d'autres gens. Moi, ma feuille de route, c'est que Ipsos continue à être une entreprise importante dans son marché. Il ne s'agit pas pour Ipsos de faire d'autres choses que ce qu'on fait, mais de le faire bien, mieux. Et de rester troisième acteur mondial. Troisième, deuxième, premier, il n'y a pas de limite. Voilà. Si. Deuxièmement, d'être une entreprise dont le cœur bat en France. Donc, je tiens beaucoup, cette entreprise a été créée par moi en France et on est coté à Paris, on restera en France. Et troisièmement, que ce soit une entreprise indépendante. Alors, indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on souhaite que cette entreprise ne soit pas opéable par des fonds. Non pas qu'on n'aime pas les fonds, qu'on trouve qu'ils sont méchants, simplement ils n'ont pas la même vision que nous de notre métier. Nous, on pense que ce qu'on vend, c'est un service qui intègre, qui inclut une prestation humaine, c'est-à-dire des expertises sur les métiers, sur les questions, disons, de business, etc. Les fonds, eux, pour la plupart d'entre eux, puisque aujourd'hui ils contrôlent tous nos grands concurrents internationaux. Ipsos est la seule société internationale importante qui ne soit pas, disons, gérée par un fonds. Et donc, on voit bien ce qu'ils font. Ils font de l'optimisation des activités et ils cherchent à développer des services qui incluent le moins possible de présence humaine, de présence d'expertise. Donc nous, on est sur une position différente de celle-là. C'est vous qui êtes tapé à la porte de BPI France pour qu'il rentre au capital ou c'est Non, c'est une rencontre, c'est une conversation entre BPI et Ipsos qui a commencé il y a 2 ans. Et je leur ai dit, voilà, c'est ça que... Ils m'ont demandé c'était quoi Ipsos et ce que ça faisait. Donc je leur ai raconté ce que ça faisait et je leur ai dit quels étaient mes trois sujets importants et ils ont dit qu'ils trouvaient que ces sujets leur convenaient. C'est une vraie protection d'avoir 5% du capital, que BPI France est 5%. Ils peuvent monter jusqu'à 7. Enfin, ils peuvent monter jusqu'à 10, mais en fait, ils se situeront quelque part entre 7 et 10. Imaginons qu'ils soient entre 7 et 10. Oui. C'est vraiment moi, un mécanisme de protection contre l'appétit des fonds d'investissement. Oui, alors je contrôle quand même 11 ou 12% du capital et un peu plus de 20% des droits de vote. Donc plus, si jamais il devait y avoir une agression, sauf à ce que la BPI change d'avis, je pense qu'avec un certain nombre d'institutions qui partagent notre vision, nos valeurs et nos ambitions, je pense que ça renforce, en tout cas, on n'est jamais sûr, je veux dire, mais en tout cas, plus il y a de gens qui sont actionnaires de la société et qui comprennent ce que cette société veut faire, mieux c'est. Enfin, voilà. Et justement, qu'est-ce que vous dites aux actionnaires? Ceux qui nous regardent, qui ne sont pas encore actionnaires, qui n'ont pas d'Ipsos dans leur portefeuille, vous dites quoi? Je leur dis qu'ils sont les bienvenus, puisque moi, j'ai gardé tout ce que j'avais dans Ipsos, je l'ai conservé. J'aurais pu, au moment où j'ai cessé d'être le directeur général, je ne suis que le président du conseil d'administration, j'aurais pu décider de faire autre chose, et je n'ai pas décidé de faire autre chose, parce que je pense que c'est une entreprise que moi j'aime évidemment beaucoup, mais c'est surtout une entreprise dans laquelle il y a plein de ressources, il y a plein de gens, il y a plein de clients
qui sont intéressants et que l'aventure sera belle. Voilà. Alors, est-ce que l'aventure sera belle? Je ne sais pas. Aux États-Unis, quand on a le roi des sondeurs avec soi, évidemment, j'ai envie de vous parler de l'élection présidentielle américaine, ce choix historique entre Kamala Harris et Donald Trump. Quand on pose la question au sondage, qu'est-ce qui conjecture? Tout le monde dit que ça va se jouer à quelques milliers de voix dans certains États clés, les États pivots, les swing states, la Pennsylvanie. On se rappelle qu'en 2000, ça s'était joué à 537 votes en Floride. Vous en pensez quoi? C'est vraiment pile ou face? Alors, moi, je vais vous donner ma position personnelle, étant entendu que je me suis déjà trompé. Donc, je pense que Donald Trump sera élu président des États-Unis. Et la raison pour laquelle il sera élu président des États-Unis, c'est que même dans les moments les plus difficiles de la campagne, par exemple dans la période qui a commencé quand Kamala Harris a remplacé Joe Biden, jusqu'au fameux débat sur les Haïtiens qui mangeaient les chats et les chiens, etc. Dans toute cette période qui a duré à peu près 3 semaines, où il y a eu aussi la Convention démocrate, Donald Trump était en difficulté, Kamala Harris a beaucoup progressé en termes d'intention de vote par rapport au niveau où était Joe Biden, mais Donald Trump n'a pas baissé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Donald Trump a un électorat qui est constitué depuis longtemps et qui est stable. L'électorat de Kamala Harris, c'est un électorat plus composite, plus volatile, qui est plus susceptible d'aller voter ou de ne pas aller voter. Et donc, le pari de Kamala Harris, c'est un parti de mobilisation. Ouais. Comme elle a choisi, peut-être à raison, moi je ne suis pas un stratège politique américain, de ne rien dire sur ce qu'elle avait l'intention de faire, puisque en gros, en dehors d'essayer de rétablir le droit à l'avortement au niveau fédéral, il n'y a pas grand-chose de contenu de ce qu'elle a dit. Eh bien, l'essentiel de sa plateforme, et l'essentiel de ce qu'elle dit d'ailleurs aujourd'hui, c'est un discours négatif sur Donald Trump, que évidemment beaucoup de gens comprennent, mais ça ne suffit pas nécessairement pour faire venir dans les urnes la minorité d'origine arabe américaine, qui est quand même très choquée de la position des États-Unis sur le conflit au Moyen-Orient, de faire voter les jeunes éduqués qui n'ont pas une confiance démesurée dans le système politique américain, etc. etc. Donc si ces gens-là vont quand même voter, malgré leurs réserves vis-à-vis du Parti démocrate et de Kamala Harris, Kamala Harris peut l'emporter. Si une partie de ces gens-là ne vont pas voter, ce que je crois, eh bien, Donald Trump sera élu président des États-Unis. C'est un référendum pour ou contre lui, au final. Oui, tout à fait. Il a réussi d'ailleurs toujours à créer l'actualité. Pendant toute la campagne, contrairement à Kamala Harris, à chaque fois, il a favorisé, il a fait l'actualité. Oui, mais il dit aussi des choses importantes pour les Américains. C'est-à-dire, on va prendre un simple exemple qui est celui du pouvoir d'achat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les prix aux États-Unis ont augmenté plus qu'en Europe. 20% et surtout, il y a moins de filets de sécurité. Parce qu'en Europe, peut-être que l'augmentation des prix liés au Covid, etc., a mangé du pouvoir d'achat, mais ça n'a pas mangé la capacité des Français à se faire soigner dans les hôpitaux, à envoyer leurs enfants à l'école et à toucher leur retraite. Donc il y a quand même des choses que le modèle social, que l'on peut par ailleurs décrier comme étant extrêmement coûteux, etc., et c'est un système social qui protège. Aux États-Unis, il y a moins de protection. Donc les augmentations de prix qui ne sont pas compensées par des augmentations de salaire, elles touchent beaucoup les Américains les moins riches. Qu'est-ce que dit Trump là-dessus? Il dit on va enlever toutes ces lois qui nous empêchent de produire plus de pétrole, et donc dans 2 ans, le prix du pétrole à la pompe le prix de l'essence à la pompe sera divisé par 2. Ça, c'est un discours très concret. Je veux dire, le prix du gallon, c'est le prix de l'essence, le prix du gallon, c'est un des éléments constitutifs de ce que les Américains ont dans la tête, puisqu'ils sont obligés de se déplacer pour vivre, en gros. Sans penser au climat, aux conséquences climatiques. Non, mais ça c'est autre chose. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, on est dans cette situation dans laquelle Kamala Harris dit, on va donner, je sais pas quoi, des subventions aux mères célibataires, ok.
Et lui, il dit on baisse le prix de l'essence à la pompe. Ben, c'est vrai que c'est un discours qui est plus facile à comprendre que le discours de Kamala Harris. Après, il a comme un discours qui est isolationniste, qui est catastrophiste. Oui. Et c'est ce discours d'ailleurs qui a dominé les débats, alors que l'économie américaine, au-delà de la question de l'inflation, est quand même florissante. Il y a un dynamisme, même si les créations d'emplois sont un peu tassées là sur le mois d'octobre, mais il y a un dynamisme de l'économie américaine. Il y a une bonne fortune, on va dire, boursière des épargnants. Tout ça devrait aider en théorie quand même Kamala Harris. It's the economy stupid, vous connaissez la formule, hein? Non, mais tous les sondages montrent que sur l'économie, Trump domine Kamala Harris, comme il dominait Biden d'ailleurs. Parce que pour vous, l'économie, c'est le taux de croissance. Mais il a perdu. Attendez. Pour vous, l'économie, c'est le taux de croissance. Pour les Américains, et notamment les Américains de pauvres ou de classe moyenne, l'économie, c'est le pouvoir d'achat. Et quand on dit, par exemple aujourd'hui, ça me frappe beaucoup, parce qu'on dit, mais l'inflation, c'est plus un problème, puisque l'augmentation des prix ralentit. Mais les 20%, on se les a mangés. Hein. Voilà, c'est ça. Évidemment. On finit là-dessus, en cas d'incertitude, ce qui est possible évidemment dès demain, 2 Américains sur 3 redoutent une éruption de violence dans le sillage du 5 novembre. Oui. C'est un sujet pour vous, ça? Enfin, du 5 janvier. Non, du 5 novembre de demain. Ah, pardon, oui. Non, de demain, c'est-à-dire que... Oui, voilà. Oui, non, je pensais à si c'était passé en 2020. Eh bien, oui, enfin, c'est tout à fait envisageable. Après, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une guerre civile aux États-Unis? Je ne pense pas, parce que le système institutionnel américain est relativement équilibré. Et vous savez, au moment, dans la période intermédiaire entre la dernière fois, donc Trump est resté président 2 mois. Tout en ayant perdu l'élection, puisque la passation des pouvoirs se passe 2 mois après le jour de l'élection, ce qui est beaucoup d'ailleurs. Ouais. Mais c'est toujours été comme ça. Oui, non, c'est toujours été comme ça, mais ce n'est pas nécessairement une force du système institutionnel américain, parce que justement, c'est une période qui peut être une période de trouble, puisque l'ancien président est encore là, etc. Il a fait appel à l'armée américaine pour protéger la Maison-Blanche, parce qu'il y avait des incidents, etc., etc., etc. Donc il y a des troupes de l'armée américaine qui sont venues et qui se sont retirées parce que les commandants de l'armée américaine considéraient que ce n'était pas à l'armée de rétablir, de protéger la PCE. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aux États-Unis beaucoup de contre-pouvoirs à la capacité qu'aurait un homme ou un parti à déclencher une campagne de violence civile. Bon, et qui gagne entre le PSG et l'Atlético de Madrid? Eh bien, vous connaissez ma réponse, ce n'est pas Donald Trump qui va gagner celle-là, et je pense que le Paris Saint-Germain va gagner. Je pense que vous avez raison au moins sur l'un des deux. Merci beaucoup. Ah, je ne sais pas, peut-être que j'aurai tort sur les deux. On suivra tout ça. Merci en tout cas, merci pour cet entretien avec vous, Didier Truchot, président du conseil d'administration d'Ipsos, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci à vous.